Il faut éviter les crédits à la consommation au maximum. Ça détruit ta solvabilité. Et tu vas pas constater ça à l'instant où tu prends le crédit. Quand tu prends le crédit, tu as dans le besoin, tu prends le crédit, tu consommes et tout. C'est lorsque plus tard tu vas faire des investissements sérieux, des bons investissements. C'est là où ces crédits vont te rattraper. Généralement, ces crédits à la consommation, ce n'est pas des crédits que tu prends sur un an. C'est généralement les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans, parfois 10 ans. Donc ça te suit. Donc si tu as la possibilité d'éviter un crédit à la consommation, il faut éviter. Ce que je vais te donner, je vais te dire ici, c'est que si tu te trouves dans une situation où tu dois prendre un crédit à la consommation, ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Si tu dois prendre un crédit à la consommation pour résoudre un problème, ça veut dire que tu n'as pas la capacité financière de résoudre ce problème-là à l'instant et tu dois attendre. Donc je te déconseille, il faut vraiment que tu sois dos au mur, que ce soit vraiment un cas urgent, plus. Là, tu peux te permettre de prendre un crédit à la consommation parce que ça détruit ta solvabilité. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai apporté 10 conseils pratiques pour ton succès. Ce que tu dois savoir, c'est qu'aucun charlatan de Facebook ne va te rendre riche. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je t'ai apporté 10 conseils précieux dans la vidéo d'aujourd'hui. Mes propos s'adressent aux jeunes Africains de la diaspora. Je m'adresse particulièrement aux jeunes Africains qui ont quitté l'Afrique pour émigrer en Occident pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je t'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui 10 conseils pratiques pour ton succès. Ce que tu dois savoir, c'est qu'aucun charlatan de Facebook, aucun milliardaire de Facebook ne peut te rendre riche, ne te rendra riche. Tu dois savoir ça. Donc, tu dois retrousser tes manches et te mettre au travail. Donc, si toi, un jeune Africain qui arrive en Occident pour se battre, tu commences d'abord peut-être par les études, tu es étudiant ou alors tu apprends un métier, tu es en formation. Ça peut faire 6 ans pour les étudiants, ça peut faire 3-4 ans pour les apprentis, ceux qui apprennent un métier. Après, tu vas travailler. Cherche-toi un ou plusieurs boulots. Surtout pour les étudiants, tu peux travailler, tu peux faire la vaisselle dans les restaurants, dans les stades de football. Tu peux faire le service de vente de boissons et de fast-food dans les restaurants et dans les stades de football. Tu peux faire les déménagements. Oui, tu peux travailler dans les call centers, tu peux travailler dans les foires. Tu peux travailler comme chargé de travaux dirigés, de travaux pratiques à l'université. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu, bien j'ai lu quelque part, pas de ce que j'ai fait. J'ai travaillé, j'ai fait la vaisselle dans les restaurants, dans les stades de football en Allemagne. J'ai travaillé dans les services de boissons, dans les restaurants, dans les stades de football. J'ai fait les déménagements. Bon, je n'ai pas fait de call center. J'ai travaillé dans les foires. J'ai été chargé de travaux dirigés et de travaux pratiques à l'UNI. Donc, tu peux faire également dans la coiffure, le maquillage, les soins corporels, le massage, manicure, pédicure, beaucoup plus pour les femmes. Et il y a certains hommes qui peuvent faire aussi les trucs comme les coiffures hommes et enfants et tout. Et les femmes qui vont faire les coiffures femmes. Et il y a des femmes qui coiffent des hommes. Donc, je vais dire, tu peux tout faire pour avoir un ou plusieurs boulots en parallèle avec tes études ou en parallèle avec ta formation pour te permettre, n'est-ce pas, d'avoir un peu d'argent, c'est-à-dire pour les étudiants, ils n'ont pas de salaire. Pour ceux qui sont des apprentis, qui apprennent un métier, qui font des formations, généralement, ils ont un petit salaire et tout. Mais pour les étudiants, c'est extrêmement difficile parce qu'ils n'ont pas de salaire et ils ne reçoivent pas l'argent des parents. Très peu reçoivent l'argent des parents. Donc, du coup, voilà, tu dois bosser pour pouvoir financer tes études, financer ton suivi.
Donc, tu dois tout faire pour avoir un ou plusieurs boulots, comme j'ai cité tout à l'heure. Et pendant les congés, tu peux travailler en plein temps dans la production. Oui, il y a des entreprises qui offrent voilà, le travail en plein temps pendant les congés. Et généralement, c'est en été, il n'y a pas à l'université, voilà, il n'y a pas de cours pendant l'été. C'est généralement 2 ou 3 mois. Pendant ce temps, tes étudiants sont en congé, tu as la possibilité de travailler en plein temps dans la production. Tu ne peux pas travailler en plein temps pendant les études, ce n'est pas possible. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu quelque part, je parle de ce que moi j'ai fait. C'est pendant l'été que je travaille en plein temps pour gagner au maximum d'argent qui va me permettre de ne pas avoir trop de pression pendant l'année pour aller chercher l'argent. Je dois financer mes études, je dois payer mon suivi, je dois payer mon loyer, je dois payer mon assurance et tout. Je ne recevais pas l'argent des parents. Il n'y avait pas une institution qui me donnait de l'argent. Je n'avais pas de bourse, donc je devais travailler pour pouvoir financer ma vie. Donc, tu peux travailler à la poste, tu peux faire la livraison des boissons à domicile. Tu peux faire des cours de répétition, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au lycée, pour pouvoir joindre les deux bouts. Tu peux faire dans le nettoyage des maisons. Tu te fais une petite carte de visite, tu t'en vas, n'est-ce pas, proposer, lancer dans comment on appelle ça, dans les boîtes à lettres des gens et tout, avec tes coordonnées et tout, ils vont t'appeler s'ils ont besoin de tes services. Tu fais comme ça pour joindre les deux bouts. Il y a certains étudiants qui ont commencé comme ça, finalement, ils se sont spécialisés dans ça et ils font seulement ça maintenant. Ils ont créé leur entreprise de nettoyage et ils sont dedans. C'est de bonne guerre. Donc, je vais dire, tu peux faire ça pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir plusieurs, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, pour pouvoir financer ta vie. Deuxième conseil pratique, ton logement doit être inférieur à 50% de tes revenus. Généralement, on parle d'un tiers, c'est-à-dire qu'on parle généralement de 30 à 35%, que ton loyer doit être 30 à 35% de tes revenus. Mais puisque ta vie ne coûte pas encore trop cher, ne déborde pas 50% de tes revenus, c'est la zone rouge. Lorsque tu es encore étudiant, lorsque tu es encore en formation, intègre les cités universitaires car les loyers sont abordables. Tu ne payes pas le chauffage extra, tu ne payes pas l'électricité extra, tu ne payes pas l'internet extra. Lorsque tu es dans les cités universitaires, le loyer te revient très moins cher. Moi, quand j'étais étudiant, je payais 190 euros le mois dans ma chambre d'étudiant et je ne payais pas d'électricité, je ne payais pas d'eau, je ne payais pas de chauffage, je ne payais pas d'internet, tout était inclus dans les 190 euros. Il y a avant d'aller dans la chambre de 190 euros, j'étais dans une chambre où je payais 140 euros, mais sauf que là-bas, il y avait souvent des factures qui venaient après pour le chauffage et tout. Mais de toutes les façons, tu dois tout faire pour réduire tes dépenses au strict minimum lorsque tu es encore étudiant. Ça ne sert à rien. C'est pour une période. Tu dois pas, en tant qu'étudiant, tu ne dois pas être trop à l'aise. Si tu es trop à l'aise, tu vas étudier longtemps. Tu vas durer sur les bancs. Parce que si tu es à l'aise, tu ne vas pas te presser à quitter dans ça. Or, si tu réduis tes dépenses au strict minimum, tu vas vite faire pour quitter dans ça. Donc, c'est très important. Ça te permet, ça va même te booster que mais je vis dans quoi. Il faut que mes dépenses, je quitte dans ça et puis je vive une vie normale. Donc, troisième conseil pratique que je t'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui, évite de faire le permis de conduire quand tu es encore étudiant ou quand tu es encore apprenti. Oui, même si tu fais un petit boulot qui te rapporte déjà quand même un peu et utilise une partie pour tes coûts fixes et mets de l'autre de côté. Pour un permis de conduire, tu dois prévoir 3 000 euros. Bon, ça, ce sont les trucs de 2015, 2014, 2015, 3 000 euros. Et c'est un montant que tu peux dépenser pendant un an. Et lorsque tu as eu ton permis de conduire, tu ne vas pas rester au quartier comme ça. Il te faut une petite voiture, n'est-ce pas, pour rester dans l'exercice, pour ne pas perdre les réflexes. Donc, après avoir fait le permis de conduire, tu dois trouver une solution pour acheter une petite voiture. On va récapituler les dépenses, n'est-ce pas, liées à la possession d'un véhicule. Par exemple, le permis de conduire, ça t'a coûté 3 000 euros. L'achat d'une voiture, plus l'enregistrement, plus tu achètes la voiture, tu dois enregistrer la voiture, tu dois acheter la plaque et tout. La voiture, disons, va coûter 1 000 euros. L'enregistrement et la plaque vont te coûter 200 euros. Ça fait 1 200 euros. Tu dois payer l'assurance annuelle. On est autour de 600 euros. Si on considère que tu as acheté une petite voiture et l'assurance est 50 euros par mois, tu as les impôts que tu dois payer pour cette voiture annuelle, 100 euros. Tu as le carburant qui va te coûter à peu près, bon, tu ne te déplaces pas beaucoup, on va te réduire ça au minimum, mais on va réduire ça à 50 euros par mois. Ça veut dire que tu dépenses 600 euros par an pour le carburant. Le véhicule, tu entretiens le véhicule, on ne va pas faire un calcul compliqué, on va considérer 200 euros par an. Et ça veut dire que pour ton véhicule, tu as une dépense totale de 1 500 euros par an, ce qui n'est pas petit. Donc tu dois prévoir, lorsque tu fais un permis de conduire quand tu es encore étudiant,
et que tu achètes un petit véhicule, tu dois te préparer à investir 1500 euros, n'est-ce pas, par an pour ce véhicule-là. Quatrième conseil technique que je t'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui, épargne pendant tes études, pendant ta formation, pendant ton apprentissage. C'est très important. On va supposer que tu as un revenu de 600 euros par mois. Si tu épargnes 25% de tes revenus, on sera à, disons, 150 euros par mois. 25%, ça fait 600 divisé par 4, on est à 150 euros par mois. Ça veut dire qu'en un an, tu as épargné 1800 euros. Puisque tu étudies pendant 6 ans, on va faire 6 ans multiplié par 1800 euros, tu seras à peu près à 10 800 euros que tu as épargné pendant les 6 ans. Conservons bien ce chiffre de 10 800 euros là. Tu as donc plusieurs possibilités. Tu peux bosser en plein temps pendant les congés et gagner 1500 euros par mois. Oui, c'est possible. Je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises offrent ça aux étudiants pendant la période d'été, pendant leur congé. Tu peux travailler 2-3 mois où tu gagnes facilement 1500 euros par mois. Donc, si tu as une formation, tu as un revenu, disons, de 1000 euros par mois, ça c'est en moyenne. Il y a des formations où tu as un peu plus et tu as un peu moins. Disons 1000 euros par mois. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on veut aller sur la base de à peu près 25%, donc dans les 1000 euros, si tu n'es pas un gaspilleur, tu peux épargner 300 euros par mois. Si tu épargnes 300 euros par mois, en un an, tu as épargné 3600 euros. Et en 3 ans, la durée de ta formation, tu as épargné 10 800 euros. Tout à l'heure, pour les étudiants, tu avais épargné également 10 800 euros en 6 ans. Donc, cinquième conseil pratique, les crédits à la consommation. Il faut éviter les crédits à la consommation au maximum. Ça détruit ta solvabilité. Et tu vas pas constater ça à l'instant que tu prends le crédit. Quand tu prends le crédit, tu as dans le besoin, tu prends le crédit, tu consommes et tout. C'est lorsque plus tard tu veux faire des investissements sérieux, des bons investissements, c'est là où ces crédits vont te rattraper. Généralement, ces crédits à la consommation, ce n'est pas des crédits que tu prends sur un an. C'est généralement les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans, les parfois 10 ans. Donc, ça te suit. Donc, si tu as la possibilité d'éviter un crédit à la consommation, il faut éviter. Ce que je vais te donner, je vais te dire ici, c'est que si tu te trouves dans une situation où tu dois prendre un crédit à la consommation, ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Si tu dois prendre un crédit à la consommation pour résoudre un problème, ça veut dire que tu n'as pas la capacité financière de résoudre ce problème-là à l'instant T, tu dois attendre. Donc, je te déconseille, il faut vraiment que tu sois dos au mur, que ce soit vraiment un cas urgent, plus. Là, tu peux te permettre de prendre un crédit à la consommation parce que ça détruit ta solvabilité. Sixième conseil pratique que je t'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui, fais ton permis de conduire après tes études ou alors après ta formation. Tout à l'heure, on a dit que le permis, plus la voiture, plus les dépenses, tu es autour de 4200 euros. Si tu as épargné 10 800 euros, bon, quand il dit 4200 euros, je m'en vais sur la base d'une petite voiture, parce que ta première voiture, tu achètes une petite voiture, puisque généralement, ta première voiture, tu vas la cogner. Donc, ça ne sert à rien d'aller acheter ta voiture de rêve quand tu viens d'avoir le permis de conduire, quand tu es encore jeune là et tout, non. Achète une simple voiture, tu vas cogner, tu vas prendre les automatismes, tu vas prendre à conduire avec. Et après, maintenant, lorsque tu as bien épargné, tu as bien cogné la petite voiture, maintenant, tu peux te permettre d'acheter une grosse voiture. Voilà. Donc, permis plus voiture plus dépenses pour le véhicule, on est à 4200 euros. Ton épargne, on a dit tout à l'heure, tu as épargné 10 800 euros, tu avais épargné pour un étudiant en 6 ans, tu as épargné 10 800 euros pour quelqu'un, pour un apprenti en 3 ans, tu as épargné également 10 800 euros, puisque c'est normal, l'apprenti gagne un peu plus. Donc, après avoir fait ton permis de conduire, après avoir acheté ta voiture, il te reste 6 600 euros. Donc, on va faire tout simplement 10 800 euros moins 4 200 euros, ça te fait 6 600 euros. Ça, c'est le montant qui te reste après, donc, après tes études, après ta formation. Septième conseil pratique que je te donne, après tes études ou alors après ta formation, reste dans la même chambre si le bailleur le permet. Tu n'es pas, je veux dire, tu ne cours avec personne, tu ne fais la course avec personne, ça ne sert à rien de te précipiter à aller prendre un grand appartement, un appartement waouh qui va te coûter très cher. Lorsque tu as fini tes études, tu as fini ta formation, si tu peux rester dans la même chambre où tu es, ou bien dans le même appartement où tu étais, où tu as étudié, tu restes. Là, tes dépenses ne vont pas trop augmenter, mais tes revenus ont augmenté. Ça veut dire qu'en fin du mois, tu as un montant d'épargne un peu plus élevé. Donc, tu conserves le même niveau de vie pendant les 3 premières années. Ça veut dire que tu choques dans cette petite chambre-là pendant 3 ans. Les 3 premières années, ça te permet de bien épargner. Et voilà, avec cette stratégie, si tu gagnes 2000 euros, 2500 euros, voilà, tu peux facilement épargner 1000 euros par mois pour tes futurs investissements. C'est très important. Et si tu gagnes 2000 euros, vraiment, il faudrait que tu sois un gaspilleur en dépensant 1000, 1500 euros par mois, puisque tu es resté dans la même chambre où tu étudiais.
Lorsque tu étais étudiant, tu t'en sortais avec 600 euros et payant la même chambre. Maintenant, tu travailles, tu as 2000, 2500 euros. Je pense que tu as là une opportunité, tu as là, n'est-ce pas, un levier efficace pour épargner un montant assez considérable. Le huitième conseil pratique que je t'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui, forme-toi pendant les 3 premières années de ta carrière. C'est-à-dire que lorsque tu as commencé, tu as fini tes études, tu as commencé à travailler, les 3 premières années sont des années très importantes pour toi. Tu as conservé le même rythme de vie, tu as la possibilité d'épargner beaucoup d'argent et en même temps, tu peux te former. En 3 ans, si on suppose que tu as épargné 1000 euros par mois, tu épargnes 1000 euros par mois, en 3 ans, tu as épargné, disons, 1000 euros multiplié par 12 mois, multiplié par 3 ans, on est à 36 mois multiplié par 1000 euros. Ça veut dire qu'en 3 ans, tu as épargné 36 000 euros. Et pendant les 3 ans, tu te formes dans 2 ou 3 domaines dans lesquels tu aimerais investir plus tard. Tu profites, tu te documentes, tu contactes les experts, tu causes avec les experts. Voilà, pour tout ça, que ce soit la documentation, que ce soit les petites formations, que ce soit les conversations avec les experts et tout, tu peux prévoir un budget, disons, de 6 000 euros. Ce serait normalement suffisant. Et à la fin de tes études, il te restait 6 600 euros. Et tu as pu épargner donc 36 000 euros, tu as dépensé 6 000 euros pour tes formations et tout. Ça veut dire qu'il te reste là 30 000 euros plus 6 600 euros. Donc en fait, il te reste à peu près 36 000 euros. Et tu as déjà ta voiture, tu as déjà appris, tu t'es formé dans 2 ou 3 domaines et tu as un capital de 36 000 euros. Et je pense que le montant de 36 000 euros est largement suffisant pour commencer une activité sérieuse. Donc voilà, si tu t'y prends bien, tu vois que il est facile, n'est-ce pas, de commencer tes investissements à partir de ta quatrième année, la quatrième année de ta carrière, avec un capital de 36 000 euros. Avec un capital de 36 000 euros, c'est bien, tu es bien parti. Moi, j'ai commencé mes investissements avec moins de 15 000 euros. Je n'avais pas épargné plus de 15 000 euros. Donc, avec 36 000 euros, c'est largement suffisant pour commencer une activité économique sérieuse, un investissement solide. Donc, voilà. Neuvième conseil pratique que je t'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui, épanouis-toi lorsque tes investissements commencent à être rentables. Donc, faut pas aller vite en besogne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Non. C'est lorsque tes investissements commencent à être rentables maintenant que tu peux commencer à t'épanouir. C'est là que tu peux te permettre maintenant de quitter ton ancienne chambre, aller louer un appartement qui est un peu plus grand, qui est un peu plus chic. Oui, tu peux te faire plaisir parce que tu as déjà des revenus supplémentaires. Tu peux te faire plaisir maintenant de temps en temps, mais ça ne veut pas dire que tu vas gaspiller. Non, il faut faire extrêmement attention. Tu dois avoir un regard, tu dois avoir, voilà, tu dois rester focus sur tes dépenses. C'est très important. Tu dois tout faire pour que tes dépenses n'explosent pas. Parce que lorsque tes dépenses explosent, ça va être extrêmement difficile que tu aies un taux d'épargne assez considérable. Dixième conseil pratique que je t'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui, ne te précipite pas pour acheter ta résidence principale. Beaucoup d'Africains font cette erreur-là. Ne te précipite pas, ce n'est pas la guerre. La résidence principale, c'est pour les riches, ce n'est pas pour les pauvres. Parce que ça coûte cher. Et l'entretien d'une résidence principale est extrêmement cher. Ça peut te ruiner. Ça peut plomber tous tes investissements. Il faut faire extrêmement attention. Épargne bien. Il faut avoir un bon apport personnel avant de te lancer dans l'achat de ta résidence principale. Ça peut plomber complètement tes investissements. Et il te faut une bonne réserve et l'entretien coûte énormément cher. C'est-à-dire que tu dois avoir mis beaucoup d'argent de côté, n'est-ce pas, pour prévenir. Parce qu'une résidence principale, ça s'entretient. Et l'entretien d'une résidence principale, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, tu dois avoir une bonne réserve financière avant de te lancer dans l'achat de ta résidence principale. Et en ce qui concerne les investissements immobiliers, que ce soit résidence principale, que ce soit l'immobilier locatif, j'ai une deuxième chaîne intitulée Immogénie Academy où je parle d'intelligence financière et d'investissement immobilier. Là, je te donne également quelques astuces sur l'investissement immobilier. Donc, visite cette chaîne, tu auras beaucoup d'informations concernant l'investissement immobilier. Dans cette chaîne, je parle des faits de société et je parle de sport. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, va visiter ma deuxième chaîne Immogénie Academy. Tu auras beaucoup d'informations en ce qui concerne l'intelligence financière et l'investissement immobilier. Je serais vraiment ravi voilà, que tu visites cette chaîne. Et je parle beaucoup d'immobilier
Et je présente également mes services, ce que je propose également comme service. Je présente, il y a certaines vidéos où voilà, j'ai présenté par exemple les travaux de rénovation d'un de mes appartements. Et voilà, donc je parle en fait dans cette chaîne de l'intelligence financière et l'investissement immobilier. Vas-y, lancer un coup d'œil, ça peut être intéressant. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te peux te la partager. Et si tu aimerais, n'est-ce pas, regarder de temps en temps ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si après ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopo. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.